Et donc le jour où je repose mon vélo devant mon garage et je regarde en me disant qu'est-ce que c'est dur, instantanément je me dis mais pourquoi ce plateau est rond? À partir de là, c'était clair que le plateau rond était faux. On était stupéfait parce que clairement, on passait d'un plateau sur l'autre et on voyait qu'avec un plateau, c'était plus facile qu'avec l'autre. Toutes les études étaient dans le même sens. Dans la dernière étude, les résultats maximaux, c'est-à-dire de l'ordre de, en termes de puissance, 10% au seuil, mais en termes d'acide lactique, des acides, moins 20%. On dit, il y en a déjà un qui a été fait, donc on s'est vite procuré le truc, sauf que c'était, ce qui avait été fait était à mourir de rire. Moi, je pensais que les équipes étaient, et on le répète tous les jours, à la recherche de performance. Mais en fait, le premier souci d'une équipe, c'est la recherche du sponsor. Et c'est donc le patron, de manière indirecte, de l'équipe, que moyennant quoi, vous ne rentrez pas dans une équipe. En ce qui concerne le plateau, il y a longtemps maintenant, j'avais 33 ans, 34 ans, je reprends un vieux vélo dans la cave et je vais faire un tour de vélo pour me dire, ben, je recommence le vélo. Et je fais un petit tour et en arrivant chez moi, je pose le vélo devant mon garage et je me dis, mais pourquoi c'est si dur, quoi? Alors, comme j'ai un background de biomécanique, j'avais déjà réfléchi à plein de questions concernant la musculation. Il y a très très longtemps, sur les machines de muscu, un Américain, dont je ne me rappelle plus le nom, mais ça va me revenir, avait fait des machines, c'était les machines Nautilus. C'est des machines qui amplifiaient l'intensité d'un exercice avec des cames. C'est-à-dire que la charge s'enroulait autour d'une came excentrée qui rendait l'exercice de plus en plus dur. Et ces cames m'avaient toujours bluffé. Et je m'étais dit qu'on pouvait trouver plein d'utilisations de ces cames par ailleurs. Et donc le jour où je repose mon vélo devant mon garage et je regarde en me disant qu'est-ce que c'est dur, et je regarde le plateau et instantanément je me dis mais pourquoi ce plateau est rond? Parce que pour un mécanicien ou un biomécanicien ou un gars qui fait la physique des forces, quand vous savez comment fonctionne votre jambe, c'est-à-dire la force qu'elle produit du point mort haut au point mort bas, vous voyez bien qu'elle n'est pas de la même efficacité, point mort haut, manivelle horizontale et point mort bas. Et du coup, le plateau rond, lui, il reste constant alors que vous produisez une force variable. D'un seul coup, je me dis, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, si j'ose dire. Et je suis là à Gamberger et mon ami ingénieur, celui des pétroles, dans la journée, il passe et je lui dis, écoute Michel, moi, il était très brillant, hein. C'est un mec vraiment, un as des forages de pétrole, donc c'était un type qui était vraiment calé. Je dis, Michel, il y a quelque chose qui tourne pas rond, si j'ose dire. Regarde, comment je lui décris la force de la jambe, il comprend tout de suite. Le mouvement de la manivelle qui est inefficace elle-même au point moraux est très efficace à l'horizontale, hein. Le bras de levier est totalement efficace à l'horizontale et totalement ou presque inefficace point moraux. D'où l'histoire des longueurs des manivelles dont j'ai parlé dans un autre podcast qui a un petit peu buzzé. Et donc il me dit, ouais, t'as raison. Et on gamberge là-dessus pendant 2 3 heures, on va boire un verre ensemble et on se dit, bon, ben, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour remédier à ce problème. Et toute l'histoire commence comme ça, pour s'amuser, hein. C'était pas, on connaissait pas plus le vélo que ça, mais moi je connaissais bien la bioméca. Et lui, c'était un ingénieur, vraiment un as des as du calcul compliqué. Et le soir, on se dit, bon, ben écoute, il était en instance, il n'avait pas de travail sur les plateformes à ce moment-là, il était en congé, il avait 15 jours. Il me dit, je vais commencer à regarder ce qu'on peut faire. Et moi, je lui dis, OK, on va faire un protocole pour voir, pour mesurer les forces, etc. Et donc, toute l'histoire a commencé comme ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a fait toutes les choses de manière artisanale avec les moyens du bord à l'époque. On a tout refait par la suite avec des systèmes sophistiqués au niveau informatique, au niveau prise de mesure, etc. Mais pour le premier truc, on a fait quelque chose d'hyper simple pour voir si l'idée tenait debout. Et donc, on a mesuré la force motrice du vélo avec un système ultra simple. Et moi, j'étais sur le vélo, je produisais toutes les 5 degrés, la force maxi, pour voir quel est le couple qu'on produit à chaque degré de la révolution, du point mort haut au point mort bas. Alors effectivement, on le devine assez facilement, on produit le couple moteur maximum quand la manivelle est aux alentours de l'horizontale. Ce qui donnait évidemment des courbes qui étaient de type cyclique et très pointues, jambe droite, jambe gauche, avec une petite différence à la jambe gauche comme tout le monde. Et donc à partir de là, ce qu'on avait mesuré là, c'était la force motrice du vélo. Parce qu'il y avait un dynamomètre accroché à la roue arrière qui enregistrait à chaque fois qu'on faisait l'effort maxi, le couple qui était fourni, la force motrice qui était fournie. Et donc cette force motrice variait comme ça, une cycloïde très pointue. Donc clairement, il y avait une variation de force motrice entre le point mort haut et le point mort bas. À partir de là, c'était clair que le plateau rond était faux.
Pour des ingénieurs ou des biomécaniciens, je veux dire, il n'y avait plus qu'à le construire, le faire pour vérifier la chose. Mais nous, c'était un amusement. On faisait ça simplement pour s'amuser. Et donc, Michel s'est chargé, puisqu'il avait du temps, de faire tous les calculs qui sont assez complexes, hein. Alors, je passerai tous les détails de Ouais. mathématiques, parce que là, on rentre. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, on n'avait pas des gros ordi, on avait des Texas Instruments, des machines de calcul. Les calculs étaient tellement longs et laborieux qu'une machine a fumé, elle a cramé. Donc, on a dû acheter une deuxième Texas pour finir les calculs. Et au bout d'une douzaine de jours, tous les calculs étaient finis et on se décide, avec les calculs qu'on avait, c'était donc des calculs de la variation de rayon en fonction de la force motrice qui était générée. On essayait de faire une optimisation. Donc clairement, quand on était au point Moreau, on produisait peu de force motrice, et quand on était à l'horizontale, on en produisait beaucoup. Ce qui s'explique clairement quand vous voyez un cycliste grimper dans une côte très raide, il avance de manière presque alternée. Quand il arrive au point mort, ça cale un peu et il reprend de la vitesse, etc., etc. C'est bien clair quand ça monte très très fort. Le premier plateau, on le fait de manière d'essai industriel, manuel, avec du matériel ridicule, quoi. Et on fait un premier plateau dans un atelier, dans le garage. J'allais dire, ça s'est créé dans le garage, dans mon garage, et j'ai encore les traces, parce qu'il se trouve que le creux de la dent d'un plateau, c'est du 8. Et donc avec un forêt de 8, on a percé d'une plaque de métal. Alors, je vous passe les détails, on a fait un plateau à la main, mais qui s'est ajusté et où les erreurs étaient de l'ordre de 2, 3, 4 dixièmes. C'était juste pour voir si l'idée était vraie. Et je me rappellerai toujours, dès que ce plateau, c'était un plateau de 38 qu'on avait fait, on l'a collé à côté d'un plateau de 38 qui existait à l'époque sur les VTT de l'époque, c'était souvent le 38. On a mis les deux plateaux côte à côte et on a été tester les plateaux la nuit dans une pente très raide. Et alors là, je vous dis pas, ça a été vraiment, on était stupéfait parce que clairement, on passait d'un plateau sur l'autre et on voyait qu'avec un plateau, c'était plus facile qu'avec l'autre. Donc on était jeunes, on avait 35 ans, hein, on était tout fou, on s'est dit c'est génial, c'est fantastique, on va aller expliquer ça aux marques, donc on va déposer un brevet, évidemment, au plus vite, et puis on va montrer ça aux marques et ça va être vite fait, bien fait, tout le monde va comprendre, parce que le problème mécanique, il est quand même pas diabolique, quoi. Mm. 30 ans plus tard, c'était avec toutes les courses gagnées. Personne n'a trouvé Ce le qui était concept. sidérant, c'est que pendant plus de 30 ans, après 5 Tours de France gagnés, avec 2 mecs différents, le Tour d'Espagne gagné, le Tour d'Italie gagné, Wiggins, Froome, tous ces gars qui gagnent, et bien d'autres professionnels, Bobby Julich, même Vinokourov a fait une place assez incroyable en chrono. Malgré tous ces gains sur la route, en triathlon, on en a gagné une vingtaine dans le championnat du monde. En VTT, on a gagné le Rock d'Azur 2 fois. Malgré 4 études pas commandées par nous, parce que si j'ai vu d'autres marques qui sont un peu concurrentes, on va dire, qui font eux-mêmes leurs études. Évidemment, elles sont avec des échantillons extrêmement petits. Et le résultat, on le sait d'avance. Ils font l'étude et vont dire que c'est bon. Nous, c'était des études universitaires, Université de Savoie, Université de Montpellier, Centre cardio-thoracique de Monaco. Toutes les études étaient dans le même sens, avec, dans la dernière étude, les résultats maximaux, c'est-à-dire de l'ordre de, en termes de puissance, 10% au seuil, mais en termes d'acide lactique, des acides, moins 20%. Donc, phénoménal de tous les côtés et pas marginal. Je me rappelle souvent, on parlait des gains marginaux de la Sky. Là, on n'était pas dans les gains marginaux, on était dans les gains considérables. Ouais, parce que là, c'est là qu'on va essayer de comprendre durant tout le podcast. En fait, avec tous les résultats, avec toutes les études, tout ce qui a été fait, pourquoi en fait le peloton l'a jamais eu. Et du coup, est-ce que juste avant qu'on comprenne un peu tout ça, est-ce que tu peux peut-être montrer le plateau à la caméra et du coup expliquer un peu mieux pour qu'on ait le visuel du coup des gains, Les variations. ouais, Alors là, les variations qu'il y a. sur cette manivelle-là, j'ai monté parce qu'à l'époque, il y avait un antécédent, et je ne le connaissais même pas, moi, quand j'ai fabriqué le bien, d'un plateau ovale de Shimano. Oui, parce que souvent, On me, on me disait que ça a déjà été fait. Donc oui, c'était un premier frein. le plateau ovale, ça a déjà été fait. Ça a Pourquoi déjà tu fais été un fait. plateau Alors, ovale? c'est vrai que j'aurais pu me renseigner, mais nous, on était un peu naïfs, hein. Et on dit, il y en a déjà un qui a été fait. Donc, on s'est vite procuré le truc, sauf que ce qui avait été fait était à mourir de rire. Alors, vous voyez ici le plateau, le Ouais, plateau symétrique, et vous voyez derrière le plateau, que je ne citerai pas parce que sinon ça va fâcher du monde, qui est exactement
plus que l'inverse. Vous voyez, les variations de rayon sont de l'ordre de 15 mm au point Moreau. Donc le plateau de ce constructeur très fameux japonais avait, lui, en faisant cette courbe-là, durci les points morts. Et durcir les points morts, c'est assez étrange, parce que c'est déjà un problème d'avoir un point mort, mais de le durcir, c'est resté une énigme pour moi pendant 20 ans. Donc on avait quand même en premier passif la plus grande boîte du marché mondial qui avait fait un truc qui avait été abandonné assez vite. Alors tous les gens me disaient, si ce japonais n'a pas trouvé, c'est pas toi qui vas trouver. Et on peut comprendre, hein, je veux dire, qui tu es toi par rapport à ce fameux japonais. Donc tout le monde aura compris qui c'est. On pouvait penser que c'était une couillonnade, et 20 ans plus tard, j'ai rencontré un ingénieur de cette boîte en lui demandant, mais comment ça se fait que vous avez fait un truc pareil, quoi? Ça tient pas debout. Et il m'a fourni son raisonnement qui n'était pas du tout, a priori, pas du tout idiot. Ça visait les triathlètes à l'époque. Et il disait, puisque le triathlète va enchaîner vélo, course à pied, la course à pied, c'est rythmé. Et c'est un pas rythmé. Donc, si on le prépare par avance sur le vélo à être rythmé, la transition sera moins difficile. D'où le nom de biopace, c'est-à-dire le pas plus bio. Alors, les Japonais en recherche fondamentale, c'est pas les meilleurs, hein, et surtout la biomécanique, à l'époque en tout cas, c'était pas des cadors. Ils se sont dit, ça tient debout. Commercialement, c'est vendable, hein. Le triathlète enchaîne son vélo, où il sera plus rythmé. Évidemment, il va pédaler comme ça, hein, pire que le plateau rond, quoi. C'est-à-dire qu'il va être saccadé à chaque point mort, il va buter, mais il enchaînera sa course à pied mieux, dans de meilleures conditions biomécaniques et physiologiques. Or, il se passe exactement l'inverse, c'est que l'enchaînement, c'est une catastrophe, quoi. C'est-à-dire qu'il a produit une quantité d'acide astronomique avec son plateau ovale à l'envers, et quand il enchaîne la course à pied, ses jambes sont déjà démolies. Donc l'histoire est restée sur le marché quelques années, puis ça a été supprimé du marché. Donc le premier frein qu'on a vu sur le marché, c'est qu'il y avait un antécédent que je ne connaissais pas moi quand je l'ai fait, parce que nous on est parti de la feuille vierge. Quand on travaillait avec Michel, je lui disais, Michel, on va regarder les antécédents de brevets. Et Michel, qui était un ingénieur brillant, il disait, moi, je ne veux pas regarder les conneries des autres. Je le cite, hein. Et j'en ai rien à cirer des conneries qu'ont fait les autres. Donc, on ne regarde rien du tout, feuille blanche, et on démarre avec des idées bien précises. Mais c'était assez facile, hein, vu la courbe de motricité que produisait qu'on avait calculée. Donc ça, c'était le premier frein sur le marché. Le deuxième que je n'avais pas visé, moi, je pensais que les équipes étaient, et on le répète tous les jours, à la recherche de performance. Principalement, c'est la performance. Mais en fait, le premier souci d'une équipe, c'est la recherche du sponsor. Et là, c'est là que je ne connaissais pas le milieu assez bien, c'est que le sponsor, en l'occurrence celui dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le principal sponsor du peloton, et c'est donc le patron de manière indirecte de l'équipe, celui qui fournit le matériel et des fois les chèques qui vont avec, et que donc c'est lui qui décide de mettre son matériel dessus, déjà on peut comprendre, et que moyennant quoi, vous ne rentrez pas dans une équipe parce que comme ça. Il fournit son matériel, il fournit un chèque, donc c'est impossible de rentrer sur le marché. Comme à l'époque, il avait pratiquement 18 équipes sur 20 du Tour de France, rentrer sur le marché a tenu du miracle, parce qu'on y est quand même rentré sans payer. Alors que je ne vous dis pas les chèques que faisaient certaines entreprises, tout le monde sait, c'est monstrueux, hein, pour une équipe, hein. C'est des budgets qui peuvent varier entre 2 et 10 millions, des choses comme ça. Et si l'équipe est grosse, ils fournissent le matériel, le chèque, etc., etc. Donc ça, c'est le frein économique number one. Et après, il y a tous les freins psychologiques de l'ordre de... les gars disent comment on peut tourner rond avec quelque chose qui n'est pas rond. Mais le gag quand même aussi à noter, c'est que tous les cyclistes s'acharnent, enfin du côté des amateurs un peu plus pros, la technique c'est pédaler rond. Alors je me disais, mais pourquoi ils veulent pédaler rond? Ils veulent pédaler rond justement pour supprimer l'effet négatif du poids Moreau, principalement. Mais s'ils veulent le supprimer, cet effet, c'est qu'il est vraiment négatif. Donc, l'idée qu'on avait de diminuer la difficulté du point mort était évidente. C'est-à-dire qu'eux le confirmaient tout seuls sans s'en rendre compte qu'il y avait une difficulté à passer le point Moreau. Alors, ils avaient une astuce technique qui était de... je tire sur la pédale de fuite pour aider la pédale d'attaque. Ouais. Sauf que c'est extrêmement consommateur. Je ne vais pas rentrer dans trop les détails physiologiques et nerveux, mais ça consomme beaucoup. Les muscles qui rentrent en jeu ne sont pas faits pour ça. D'où certaines pubalgies. Quand vous tirez votre pédale vers le haut, le psoas iliaque et des muscles, les ischios, travaillent de manière qui sont hors cadre
Et donc, c'est une technique qu'on ne peut pas faire durer 200 km. C'est une technique ponctuelle qui coûte beaucoup en énergie nerveuse, très consommatrice, mais qui prouve que le point Moro, c'est bien le problème. Donc, il savait qu'il y avait un problème au point Moro. Voilà, moi, j'apportais une solution au point Moro, puisque quand on a fait les tests du plateau, clairement, c'était plus facile de monter avec celui-là que de monter un autre. Alors, on avait fait des comparaisons à l'époque à fréquence cardiaque constante, etc., etc. C'était pas de la science, hein. Mais, et on le fait tester à différents copains qui font du vélo. Et alors, le premier qu'on fait tester, le mec, tellement enthousiaste, il nous a mis un peu dans le jus parce que son enthousiasme était si fort qu'il a fait un tour de son tour habituel en vélo. Il est revenu, il dit: moi, je ne roule plus tant que j'ai pas ce plateau sur mon vélo. Ben, je dis: il faudra que tu patientes un peu parce que pour l'instant, on est au début, hein. Et ce gars-là, on s'est dit: bon, ils vont tous être pareils. Voilà, c'est là qu'on s'est méchamment trompé. Pour continuer, on avait, entre ce temps-là, fait une étude au Centre cardio-thoracique de Monaco avec un physiologiste assez fameux, où on avait passé... Du coup, avec Didier Barani, oui, qui a déjà fait un podcast avec Didier Barani, sur la chaîne. oui, qui a compris tout de suite, parce que lui, c'était un gars qui est très ouvert, et qui avait déjà regardé les problèmes de bioméca quand il était à la faculté, et que ça intéressait. Donc, quand je lui ai présenté le produit, pour lui, j'ai défoncé les portes ouvertes. C'est évident que ce produit va améliorer la perf, hein, puisque le seul problème que vous avez quand vous pédalez, c'est passer la zone point Moro. C'est quand vous êtes là qu'il y a un problème. Quand vous êtes manivelle horizontale, il y a zéro problème, vous êtes fort. Et la manivelle est puissante à cet endroit-là. Donc on avait fait l'étude avec Didier Barani sur 21 personnes, toutes choses égales par ailleurs, protocole scientifique égal, qui avaient déjà montré des résultats en termes de puissance, qui étaient nets et sans bavure. Et même, quand j'en parlais, je minimisais un peu les chiffres parce qu'on n'était pas dans le gain marginal. On avait des trucs en termes de puissance au seuil de l'ordre de 7-8%. Ouais. Donc 7-8% en compétition comme ça, c'est le gars qui est 10e, 15e, il passe devant, quoi. Ou il rentre dans les 5 premiers. J'ai un coureur très connu que je ne peux pas citer, mais vraiment un top niveau, qui est venu tester ça en cachette à Nice, avec un vélo sans marque, avec une combinaison sans marque. Il me dit, si je suis vu avec ça, je risque mon salaire. Donc il a essayé ça, ni vu ni connu, si j'ose dire. Et il m'a dit, je n'imiterai pas son accent parce qu'on le découvrirait. Je comprends maintenant pourquoi je fais sans accent. Pourquoi Fromm me mène la vie dure dans l'école. Bon. Mais lui, il était clair, pourtant il avait du niveau, c'est-à-dire il pouvait avoir du poids, mais il y en a qui ont du poids mais qui osent pas trop, il y en a qui ont du poids comme Fromm et qui osent, qui peuvent dire non. Donc, des compétiteurs comme ça, j'en ai eu plein qui ont testé en cachette, surtout qu'il y en a beaucoup à l'époque qui habitaient du côté de Nice et Monaco. Donc les gars, il y en a un assez fameux, mais pas top 5, hein, top 10, qui disait, il avait testé le plateau dans la région de Nice, il disait: avec ton plateau, enfin j'ai plus mal aux genoux. Parce que ce plateau, pour en résumer la chose, c'est biomécanique. C'est-à-dire ça part de la biomécanique et les conséquences sont physiologiques. C'est-à-dire qu'on va mesurer quelque chose au niveau des échanges gazeux, au niveau des acides, etc. à la fin. Mais le premier truc, c'est un plateau qui procure, puisqu'il est moins agressif, il vous permet de passer le point Moro de le passer plus vite avec moins d'efforts. Et le point Moro, c'est le seul endroit où vous avez un problème. Quand vous êtes manivelle à l'horizontale, vous n'avez pas de problème de force de couple ou de quelque chose comme ça. C'est manivelle à la verticale que votre force motrice est très faible et que les contraintes sont très fortes. Or, si vous diminuez le rayon du plateau à cet endroit-là, la contrainte est plus faible, vous passez cette zone de contrainte plus vite. Donc, deux choses, c'est plus facile et plus rapide. Et donc, c'est facile d'imaginer que si la zone mortelle, le point mort, est plus facile et plus rapide, vous allez produire moins de ce qui vous tue, c'est-à-dire les lactates, pour faire court. Je sais aussi que là, les professionnels vont me dire l'acide lactique, lactate, ils vont pinailler, mais je suis obligé de vulgariser un petit peu. Ils peuvent se référer aux études de l'université de Montpellier, où les gars font bien la différence entre lactate et tout le reste. Bon, bref. Et donc ces gars-là, c'était un Américain qui me disait: j'ai plus mal à mon genou. Je vous donne quelques anecdotes comme ça qui m'arrivent à la volée. Un autre qui avait fini sa carrière, qui m'appelle d'Espagne, il me dit: envoie-moi-en vite parce que je ne veux plus rouler avec des plateaux ronds. Ton plateau, c'est le seul avec lequel j'arrive à maigrir et je n'ai pas trop mal aux jambes. Et j'ai des exemples, des foultitudes d'exemples. En tout cas, merci beaucoup Jean-Loup. Et puis, bah, Merci à toi.
Régalez-vous avec d'autres podcasts, peut-être avec celui de Didier, parce que Didier a testé le plateau, donc on en a avec lui, donc je vous laisse aller le voir. Puis merci à tous. Salut. Merci.